Merci à notre très chère éditrice d'Union pour ce partage de parcours, de force, de liberté, de résilience. Et nous, cette nouvelle génération, bien évidemment, ça nous inspire. Raison pour laquelle nous adhérons à ces journées-là. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Votre église, Amata Kinta. On va vous inviter également pour nous gratifier de votre parcours. Et comment est-ce que, au travers aussi du cinéma, vous avez pu être engagé, poser des actes concrets et bien évidemment imposer aussi notre communauté sur les écrans. Alors j'ai 10 minutes ou j'ai autant de temps que Chris? Bonjour et merci d'être là. Alors, de temps en temps, j'ai des fortes quintes de toux parce que j'ai une allergie que j'ai attrapée depuis le printemps qui ne me lâche pas. Excusez-moi si ça me prend. Chris, merci beaucoup pour tes compliments. Tu exagères un peu en disant que ce que tu as fait aux États-Unis n'a mené à rien. C'est toi qui nous as fait connaître les luttes de Abu Jamal. Et que tous les mois, c'est le mercredi. C'est tous les mercredis. Tous les premiers mercredis du mois. Tous les premiers mercredis du mois, il y a des rencontres à Concorde pour exiger la libération d'Abu Jamal. Elle est tête de liste depuis qu'Abu Jamal est arrêté. Elle y va toujours. Plus de 40 ans. Donc c'est toi qui nous as fait connaître cette lutte. Bravo. Nous avons sorti du couloir de la mort grâce au parti, grâce à Christiane Taubira, grâce à ceux du Parti communiste français. Et ce que je nous sommes arrivés à le sortir du couloir de la mort. Notre présence aux États-Unis a été quelque chose qui a marqué les militants. Bravo. Les députés, beaucoup de députés sont allés voir Mouméa Abu Jamal. Alors, c'est ça une femme africaine. Et c'est que tu dis que tu t'es sentie femme en Afrique. On oublie parce qu'on est tout le temps dans les clichés. Et c'est pas faux tout ce qui se dit, mais la partie solaire des femmes africaines n'est jamais montrée. Les femmes africaines, c'est elles qui, la tête des familles, c'est elles qui, vous allez voir dans toutes les révoltes contre le colonialisme, contre des envahisseurs, contre l'esclavage, c'est toujours des femmes qui sont devant, toujours. Alors, Sojourner Truth qui a signé l'abolition avec Lincoln, c'est une femme d'origine africaine. D'ailleurs, moi, à Cannes, j'ai eu le Sojourner Truth Award pour mon film Alessi, je reviendrai à ça. On parle beaucoup du Venezuela, vous savez que Hugo Chavez, sa grand-mère est d'origine mandingue, c'est une mandingue qu'il a élevée. Et il le dit, il a dit, mais les colons ont caché notre partie africaine. Ils veulent faire croire qu'on est tous des descendants des colons et parfois des Amérindiens. Puis sa grand-mère était d'origine mandingue et c'est elle qui l'a élevée. Et il a dit, moi, ma grand-mère a planté en moi la révolte de l'Afrique. Simon Bolivar, leur grand libérateur, a été élevé par 2 femmes africaines. C'est un blanc, fils de colon, mais parce que sa mère est morte, il était ou en couche ou il était petit. C'est des 2 femmes qui l'ont élevé. C'est lui qui a fait la grande révolte en Amérique du Sud pour libérer toute l'Amérique du Sud. Donc, les femmes africaines, c'est Tubman, des États-Unis. Haïti, il y en a beaucoup, en Guadeloupe, en Martinique. Elles ont toutes été en tête des luttes. Et ça, on a tendance à l'effacer. En tout cas, au Sahel, l'Afrique, c'est immense. Donc moi, je dis jamais l'Afrique. Ça, c'est les gens d'Afrique centrale qui passent tout leur temps à dire l'Afrique parce qu'ils croient que l'Afrique, c'est seulement... nous, en Afrique, c'est fini. Nous, en Afrique, c'est... Vous venez d'où? Nous, c'est pas chez nous, c'est pas comme ça. Voilà. Donc moi, je suis du Sahel. Et au Sahel, les femmes, d'abord, elles sont leaders. Elles sont
par exemple, quand on découvre qu'en Occident, une femme mariée prend le nom de son mari, nous, ce n'est pas dans nos traditions. Nous, on ne prend pas le nom du mari. Alors, un jour, j'avais une sœur qui était au Canada avec son mari chez des amis blancs du Canada, qui dit, il dit à ma sœur, moi, ma femme ne porte pas mon nom, parce que les femmes se sont battues pour garder leur nom. Et dit, vous, dans quelque temps, quand vous vous libérez, vous allez vous renoncer au nom des maris. Ma sœur le regarde comme c'est des noms de quel mari? Nous, on ne porte pas les noms des maris. Nous, on ne porte pas. Le mari ne t'a pas mis au monde. Alors, en Occident, nous, on découvre que les femmes, elles n'ont même pas de nom, elles n'ont même pas une existence reconnue. Parce qu'elles naissent sous le nom de leur père. Après, elles prennent le nom d'un mari. Quand elles divorcent, elles changent de nom, elles prennent le nom de l'autre mari. Quand on les enterre sur la tombe, on ne sait même pas de quelle famille elle est. Bravo. Ce qui se passe chez nous maintenant, les femmes prennent les noms des maris pour faire comme les blancs. Et puis dans 1000 ans, on va râler que nous, on ne veut plus les noms du mari. Alors que personne ne vous a obligé. Et donc, il faut savoir mettre au centre le rôle des femmes. Et ce que je voulais dire aussi au Sahel, c'est d'abord, nous sommes des cultures de matriarcat. Ça, je pense que tout le continent, c'est un matriarcat. Et même en Afrique centrale. Je pense que c'est un matriarcat. Nous, au Sahel, ceux qui viennent nous enlever une partie de ce matriarcat, c'est l'islam. Parce qu'on est convertis depuis à peu près 1000 ans, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est l'islam qui prend une partie parce que c'est un patriarcat. Après arrivent les colons, les occidentaux, ils viennent achever ce matriarcat. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à tout détruire. Parce que quand les va d'abord, c'est des femmes qui se sont battues, évidemment avec les hommes, mais elles étaient toujours tête en tête contre les colonialistes. Mais quand il y a eu, parce que les colons ne sont pas partis même après l'indépendance, d'ailleurs même aujourd'hui. Ils ne sont jamais partis. Donc, quand après, ils ont imposé des gouvernements à leur sol, quand il y a eu la démocratie pour certains pays, mais tout de suite, des femmes ont été élues chefs d'État, des femmes ont été élues maires. La première élue maire de Bamako au Mali, après les dictatures, c'était une femme. Pendant qu'en France, des années après, il y a des gens, parce que Ségolène Royal veut se présenter aux élections, on dit mais qui va garder les enfants? C'est les hommes politiques français qui disaient ça. Qui va garder les enfants? Nous, on a eu des premières ministres avant. Même nos dictateurs, même Bokassa a eu des premiers ministres, ministres des Affaires étrangères. Même Idi Amin. Ici, jamais, quand ça a commencé, c'était Cresson, premier ministre, ils l'ont laminé. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à vouloir copier un poids qu'on n'a jamais eu. Et donc, malgré ça, donc, ce pouvoir, ce matriarcat est resté, et quand même. Et par exemple, quand on parle de scolarité, on nous présente comme des barbares qu'ils ne veulent pas amener leurs filles à l'école. Bon, d'abord, l'école, c'est à revoir, parce que l'école, quand même, nous enseigne le mépris de nous-mêmes. Hein? Voilà. On est des barbares, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de culture, etc. L'école occidentale. L'autre chose, nos écoles à nous traditionnelles, que quand les blancs colons sont arrivés, ils ont dit c'est des, comment ils appellent ça? Des... Non, les écoles, ça va me revenir, des initiations, ils appellent ça initiation. Les écoles, initiation, et sinon nous on a aussi, à part ces écoles-là traditionnelles, enfin, de nos cultures, il y a aussi les écoles coraniques, où on apprend à lire et à écrire. Mais chez nous, jamais on interdit à une fille, petite fille, d'apprendre à lire et à écrire, ou l'initiation parce que c'est une petite fille, ou le Coran parce que c'est une petite fille. Parce que c'est les Occidentaux qui ont dit les filles ne sont pas faites pour aller à l'école. Alors évidemment, après les hommes, ils ont pris le relais, ça les arrangeait, ils sont allés dans leurs écoles,
Et puis ils sont devenus dans l'administration et tout ça, ils avaient un certain pouvoir par rapport à la colonisation. Et aujourd'hui qu'on a pris l'habitude de ne pas envoyer les petites filles dans les écoles occidentales, ils disent, oh regardez ces barbares qui refusent aux petites filles d'aller. Mais c'est eux qui ont amené ça. Qui ont dit que, alors, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de retourner à l'origine des choses, pour comprendre ce qui s'est passé. On n'est pas des cultures où on méprise la femme, au contraire. Au contraire. Et justement, en Afrique centrale, aujourd'hui, une femme, on l'appelle d'abord maman. Mais par respect. C'est pas parce que... c'est par respect. C'est-à-dire, tu es comme ma maman, je te respecte comme ma maman. Et donc ça, c'est un vrai travail. Et c'est vrai que, alors, pour venir au cinéma, ou même au journalisme, de montrer les choses de ce point de départ, de ce point de vue, mais ça bouleverse beaucoup de choses dans la culture qui veut dominer l'autre. Hein? Et donc, moi, j'ai fait des études de philo et de linguistique. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé par le journalisme. Donc, j'ai fait un peu de presse écrite. Après, j'ai fait de la radio. Et je me suis retrouvée aussi à la télé. À l'époque où il n'y avait pas, je peux dire, je crois qu'il n'y avait pas un seul non-blanc à la télé en France. Je dis non-blanc parce qu'on n'est pas les seuls Africains, enfin on n'est pas les seuls. Et, en tout cas, pour les femmes. Et il y avait une émission qui plaisait bien qui s'appelait L'Assiette anglaise. Et je travaillais déjà pour la 3, pour France 3, où je travaillais pour une émission qui était destinée un peu à l'immigration. Mais en même temps, j'étais vraiment en face d'un violent racisme. Parce que tout ce que je faisais, on me disait que c'est pas bien, que j'avais un accent. Alors je disais, mais je n'ai quand même pas l'accent de Manu Dibango, quoi. Mais bon, voilà, que ceci, cela. Et il y avait cette émission que j'aimais bien. Et j'ai dit, tiens, je veux postuler à cette émission. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on arrivait à... c'est le 8 novembre, l'armistice. Enfin, voilà, je voulais parler des tirailleurs sénégalais. Et cette émission qui existait sur la 3, le rédacteur et chef me dit, mais les tirailleurs sénégalais, c'est has-been, qu'est-ce que tu vas faire avec les tirailleurs sénégalais? Alors, je dis, voilà, nous, on vient vous libérer de la guerre, et maintenant, on est has-been. C'est ça. Mais c'est vrai que j'étais assez en colère, donc je claque la porte et j'appelle cette émission que j'aimais bien, mais que je ne pensais pas appeler, donc la Cette anglaise, qui était produite et présentée par Bernard Rapp, qui est mort maintenant, malheureusement, qui était un des grands journalistes de la télévision et française. Et donc j'appelle et je dis, voilà, j'ai des cassettes à vous montrer, des reportages que je fais, j'aimerais qu'on collabore, quoi. Et l'assistante que j'ai eue, elle me dit, bien, envoyez-les les cassettes. Alors, je dis, non, moi, je n'envoie pas de cassettes, parce que moi, je travaille ici à la 3, toutes les cassettes qui viennent vont directement à la poubelle, donc je sais ce que c'est, moi, je n'envoie pas de cassettes. J'ai dit, je vais remettre à quelqu'un. Donc, elle me donne rendez-vous un jour, et j'arrive, et j'attends jusqu'à ce qu'elle arrive, et je lui ai remis les cassettes, et je suis partie. Donc, c'est aussi, par exemple, si j'avais envoyé les cassettes, ça allait à la poubelle. Hein, et donc, je suis partie. Et après, j'ai même pas fait attention. Enfin, une semaine après, à l'époque, on avait des répondeurs, on n'avait pas de portable. Une semaine après, j'écoute mes messages. Et je vois qu'eux, ils m'appelaient tous les jours en disant de venir. Donc, sur la base de mes reportages, quoi, il m'a prise dans son émission. Et j'ai commencé par les tirailleurs sénégalais, parce que je voulais faire les tirailleurs sénégalais. Et c'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de raconter ces histoires, nos histoires à nous, de notre point de vue. Il y en a qui le font du point de vue de ceux qui attendent. Bon, mais tant pis, on ne peut rien faire contre. Mais, et pour le cinéma, c'est pareil. Moi, mon dernier film, alors il y a ce film qui était à Cannes, qui était le premier documentaire africain en sélection officielle à Cannes et à la Berlinale. Et mon dernier film, c'est une histoire d'amour. Je raconte une histoire d'amour qui se passe au Sahel, parce que je veux raconter
racontait un peu comment dire, nos codes amoureux, la grande pudeur qu'on a, parce que voilà, dans notre langue, par exemple, ça n'existe pas, on ne dit pas je t'aime. Mais on le montre. Il y en a qui disent je t'aime toute la journée et qui ne montrent rien. C'est vrai. Voilà. Donc je voulais, et puis montrer, parce on a des villes millénaires, je voulais le faire donc dans une ville ancienne avec une très belle architecture qui est la capitale de Magaran au Niger, à Zander. Les coiffures, les costumes et tout ça. Et bon, j'ai senti que j'ai été combattue parce que, voilà, on me disait, d'abord on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter une histoire d'amour en Afrique, là-bas vous vous embrassez même pas. Elle est pas mal celle-là. Donc j'ai dit parce que le monde entier a besoin de s'asseoir sur un banc public devant la tour Eiffel et de se rouler l'hiver. Franchement. Pour montrer qu'on s'aime, je vais vous montrer comment on peut s'aimer aussi sans s'embrasser. Bon, mais finalement j'ai eu des pays, et je pense que c'est la première fois qu'un long métrage comme ça a eu 100% de production, de soutien des pays d'Afrique. Et là, je suis très fière parce que d'abord, j'ai eu toutes les régions d'Afrique. J'ai eu l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, chez moi, mon pays, l'Afrique australe. Donc j'ai eu l'Ouganda, le Congo, le Rwanda, l'Algérie, le Maroc, le Niger, voilà. Et donc ça fait partie de toutes les régions. Et là, j'ai dit au moins ce que je raconte, ça parle aux miennes. Et pour moi, c'est le plus important. Ça, mon scénario, parce qu'on a des échanges de coopération culturelle avec des pays européens, on a des guichets européens pour financer nos films. Et mon scénario a été rejeté de tous les guichets européens. C'est bizarre parce que c'est même pas les mêmes pays, c'est pas les mêmes cultures. Mais quand même, ils connectent les mêmes trucs. Je montre la beauté, je montre des beaux palais. Parce qu'il y a un homme qui m'a dit, comment vous avez une architecture? Moi, je pensais qu'il n'y avait que des huttes. Les stéréotypes. J'ai dit, même nos huttes, vous les copiez sur vos plages. Franchement. On a des huttes et vous les copiez sur vos plages. Les bengalos, tout ça. Parce qu'il pensait qu'il allait m'humilier en disant les huttes. Mais c'est nos huttes que vous copiez. Et donc, et là-dessus, je me suis dit, bon, mon scénario là, il ne doit pas être bon. Parce qu'on peut avoir un peu d'humilité. Tous ces pays, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, la France, la Hollande, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il n'est pas bon. J'aime bien mon histoire. Un film sur Bamboula, oui, ça n'est pas je vais passer à autre chose. Je suis en train de jeter dans la corbeille à papier. Quand m'appelle un ami d'Alger, il me dit, ah, il y a un festival à Alger et le président Bouteflika, c'est pour ça que j'ai toujours défendu Bouteflika, le président Bouteflika a décidé de cofinancer 4 longs métrages de fiction et 4 courts métrages et 4 documentaires. Est-ce que tu as un scénario? Je sors de la corbeille, j'envoie. Et là, on est invité, et puis voilà, il y a une commission, chacun présente son film, son scénario, et là-dessus, quand on arrive au résultat, moi, mon scénario a été retenu à l'unanimité du jury. Wow. Bravo. Dans la commission, il y avait du tout. Hein. Il y avait des Zoulous, des Kossa, des Mandingues, des Hausa, des Morés, des Arabes. Il y avait du tout. Et donc, j'ai dit, bon, donc mes histoires, chez moi, on les comprend. Et donc, je prends mon bâton de pèlerin pour démarcher d'autres pays. J'ai bien répertorié aussi les pays où ils sont quand même engagés pour leur culture, et ça, on ne le sait pas assez. Parce qu'un jour, on m'a dit, bon, le Congo-Brazzaville, ben oui, le Congo-Brazzaville, il y a des maisons d'édition, il y a des résidences de peintres. L'État paye des peintres en résidence, sont nourris, logés pour... Voilà, il faut le savoir, ça. Donc, j'ai démarché ces pays. Il y en avait une douzaine, donc j'ai eu 5 qui sont sortis. Il y en a qui n'ont pas fini d'ailleurs de payer. Hein. Mais avec ce que j'ai eu, à un moment, je me suis dit, allez, il faut se jeter à l'eau, il faut faire le film. Donc le film il a fait plus de 50 festivals. Il a eu beaucoup de prix. Et il a été le premier film du Niger à être retenu pour la compétition aux Oscars pour langue étrangère.
Bravo, bravo. Voilà, un film qu'on m'a dit, qu'on a refusé sur tout un continent. Donc, il faut vraiment aller au fond de ce qu'on a envie de faire. Exact. Et on a des barrages partout. Mais il faut trouver, il faut réfléchir, il faut trouver les solutions. Et ne pas se courber et faire ce que l'autre attend de vous, parce que là-dessus, on ne s'en sort pas. Alors, j'aimerais juste amener quelques... Par exemple, à ce moment, là, je vais bientôt au sommet de l'Union africaine, qui va se tenir là, la semaine prochaine. On a plusieurs combats pour le cinéma, pour que notre continent crée un fonds de l'Union africaine pour financer nos films. Déjà pour qu'on puisse faire nos films dans nos langues, parce que les autres quand même qui financent en Occident, si on fait toujours dans nos langues, ça peut ne pas leur plaire, parce qu'ils ont leur langue aussi qu'ils veulent nous imposer. Donc au moins qu'on ait une possibilité de faire dans nos langues, qu'on ait une possibilité de faire de notre point de vue, de raconter nos histoires. Ça a commencé des années, ces recherches de fonds. On est presque en train d'y arriver. Enfin, moi, c'est ma génération qui est là, mais ça a commencé il y a plus de 40 ans. Donc, je vais pour encore raviver ça pour l'Union africaine. Il y a le problème des migrants. Parce que, alors, pour les fonds, c'est la Fédération des cinéastes, la Fédération panafricaine des cinéastes qui le mène. Pour les migrants, c'est la FETAF, la Fédération des travailleurs africains en France et en Europe, parce que c'est nos chefs d'État qui peuvent le mieux peser de leur poids sur les chefs d'État européens pour changer le statut des migrants, etc. On a eu beaucoup de choses qui ont été actées depuis François Hollande par rapport aux migrants. Il y a aussi un de mes combats, c'est la première fois que je vais au sommet de l'Union africaine, je me rends compte que une des langues officielles d'Éthiopie, qui est écrite, l'alphabet c'est le Ge'ez, c'est leur écriture, c'est un des plus anciens alphabets au monde, n'est pas parmi les langues officielles de l'Union africaine. Et aussi, vous savez, l'Occident passe son temps à dire que l'Afrique n'a oralité, l'Afrique n'a pas d'écriture, comme si l'écriture était supérieure à l'oralité. D'ailleurs, on en vient à l'oralité. Aujourd'hui, personne n'écrit plus, personne n'écrit plus. On revient dans les messages vocaux. Donc, il faut savoir que l'écriture est née en Afrique. Que d'abord, c'est par les hiéroglyphes en Égypte ancien. Ensuite, le Ge'ez, qui est même contemporain un peu, parce qu'on a trouvé des signes de Ge'ez à côté des hiéroglyphes. Donc c'est un alphabet qui est très ancien et qui est utilisé. Les Éthiopiens écrivent avec ça. Et donc ce combat-là, de faire en sorte que Amharic soit une des langues officielles de l'Union africaine. Parce qu'il y a les langues étrangères qui sont l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Il y a une langue qui est africaine aujourd'hui, c'est l'arabe. Et puis il y a Swahili, qui est rentré il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 20 ans, que Alpha Omar Konaré, le premier président démocratiquement élu du Mali, a fait entrer là parce qu'il était président de la Commission de l'Union africaine. Et moi, quand j'ai découvert ça, donc je me bats pour Amharic. Et bon, j'ai plein de soutien de toute l'Éthiopie et tout ça. Et j'ai rencontré le Premier ministre actuel. J'ai rencontré l'ancien Premier ministre qui m'a dit, mais c'est pas dans le règlement. Parce qu'en fait, quand ils ont décidé les langues officielles de l'Union africaine, ils ont décidé les langues étendues sur l'Afrique. Et à l'époque, l'Éthiopie, l'Amharic et cette écriture n'étaient parlées et écrites qu'en Éthiopie. Mais aujourd'hui, avec la géopolitique, c'est enseigné aux États-Unis. Il y a des quartiers à Los Angeles, Little Ethiopia, que quand on rentre, on ne parle pas l'éthiopien, on ne peut rien comprendre. Donc, et puis, à Djibouti, au Soudan, en Égypte, en Israël, parce qu'il y a les Felacha, c'est étudié, c'est lu. Donc maintenant, un de mes arguments, c'est de dire, bon, aujourd'hui, c'est étendu.
Et il me dit, c'est pas dans le règlement. Donc j'ai dit, mais les règlements sont faits pour être changés Bien sûr. par nous-mêmes. Bon, et il dit, je vais en réfléchir. Bon, entre-temps, c'est Mélec. Entre-temps, il est mort, il était malade. Et donc, il y a ces nouveaux-là, donc je suis poursuis ce combat. Mais c'est pour dire qu'un jour, en travaillant sur mon dernier film, j'ai dit, mais attends, je dis à tout le monde que Amharique doit faire partie des langues officielles de l'Union africaine. Au début, quand je disais ça, tout le monde me riait au nez dans nos conférences. Je dis, il faut qu'on traduise le machin, tout le monde me riait au nez. Maintenant, tout le monde me respecte. Bravo. Il y a 2 ans, c'est le premier ministre éthiopien, le ministre des Affaires étrangères, pour ouvrir le sommet, a dit, mais où est-ce qu'elle est, la Nigérienne qui se bat pour nous? Et on a eu une discussion là-dessus pour montrer un peu le combat, comment ça avance. Et là-dessus, moi, j'ai dit, mais peut-être tu devrais commencer par toi. Donc maintenant, moi, mes films, tous les sous-titres, du générique, les génériques, parce que c'est très très cher de convertir dans les autres langues. Déjà, mes films sont en Hausa ou en Songhai ou en Peul, donc déjà ça c'est très cher à traduire. Donc Amharique, les génériques sont en Amharique. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait quand un film est quelque part, où que ce soit, qu'on lance le générique et on voit cette écriture qui n'est pas très connue. Je veux dire, les Coréens font leur générique en coréen, les Chinois font en chinois, les Blancs font en latin. Et nous, on fait en quoi? Alors, et même des Éthiopiens viennent me dire, mais on n'y a jamais pensé, on n'y a jamais pensé. Et je me souviendrai toujours de la grande salle à Hollywood pour la projection de mon film pour la compétition Best Foreign Language. Quand le truc est sorti dans cette salle avec les stars, les vedettes, les matchs, il y a eu un silence. Et après, tout le monde est venu me dire, mais qu'est-ce que c'est cette langue, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc voilà ce qu'on peut apporter. C'est à nous de protéger nos trésors. C'est un trésor de l'humanité. Une langue, c'est une richesse du monde. Chaque langue a sa philosophie, sa façon de voir le monde, sa façon de négocier avec l'espace. Et donc, c'est un trésor de l'humanité. Et si on ne les protège pas, personne ne le fera. Parce que Amharique, aujourd'hui, d'abord, tout le monde veut ressembler à l'Occident, je ne sais pas pourquoi. Donc, eux aussi, les riches envoient leurs enfants étudier aux États-Unis, en Angleterre, etc. Les pauvres veulent faire comme les riches, donc ils envoient leurs enfants dans les écoles occidentales dans leur pays, mais qui n'utilisent plus cet alphabet. Et donc, et petit à petit, si on ne fait pas attention, pas aujourd'hui, pas demain, dans quelques générations, ça pourrait se perdre. Et si on ne garde pas, si nous, on ne fait pas ce travail de protéger nos trésors, personne ne le fera. Et donc, il faut que chacun d'entre nous pense à ça. Il y a des choses de nous qu'il faut protéger. Il y a des... Et puis, quand on voit où va l'Occident aujourd'hui, avec les guerres, avec la brutalité, avec la barbarie partout, le désordre. Mais si on les copie, nous, on va droit dans le mur avec eux. Et je pense, moi, vraiment que c'est à nous de protéger l'humanité. Parce que d'abord, on est le début de l'humanité. Tous ces gens viennent de nous. Donc c'est à nous. Je pense que le destin de la planète, l'avenir de la planète est sur nos épaules. Même si on a, justement parce qu'on n'a pas de bombe atomique, que c'est sur nos épaules. Et c'est à nous de montrer vraiment le chemin de l'humanité, du respect, ce sens de respect qu'on a, de respect déjà des aînés, de respect des cultures, de chercher, et toujours on est dans cette recherche permanente de l'harmonie. Je ne dis pas qu'on y arrive, et j'ai jamais dit qu'on est des êtres parfaits, mais je dis ce qu'on a quand même de fort, il faut vraiment continuer à le cultiver. Et quand tu disais qu'un homme seul, un homme est mort, un homme seul est mort, et c'est important cette solidarité, ce sens de solidarité qu'on a, d'une vision communautaire et tribale de la société, et du fait qu'on est en train de nous rassembler dans le monde avec la diaspora qui vient aujourd'hui en Afrique. On nous a séparés et finalement nos spiritualités sont restées.
Et on se retrouve aujourd'hui, on est des Africains de tous les continents. Et tout ce qui a été fait pour détruire ces racines-là, mais finalement n'ont pas marché. Parce qu'on est toujours ensemble en train de vouloir construire quelque chose. Voilà, je pense que c'est l'occasion des vœux. Donc, bonne année à tout le monde. Merci.